Année 1938, un an avant la grande déflagration de la Deuxième Guerre mondiale. Le nombre d'exclus, d'apatrides, de demandeurs d'asile, de réfugiés augmente brutalement. Les persécutions exercées par le régime nazi sur des centaines de milliers de citoyens allemands puis autrichiens, en majorité juifs, s'aggravent. Beaucoup tentent désespérément de fuir vers des pays proches ou des pays lointains. Des familles sont séparées, des destins brisés. L'arbitraire règne en maître. En juillet 1938, sur les bords du lac Léman, à Évian-les-Bains, les pays démocratiques de tous les continents se réunissent pour tenter de faire face à cette tragédie. Mais dans cette année 38, où les peuples et les gouvernements sont hantés par une crise économique interminable et par la crainte d'une nouvelle guerre, cette conférence internationale pour les réfugiés sera perçue comme un événement marginal. Le monde avait fermé ses portes. Si je devais qualifier la conférence d'Évian, je la qualifierais de conférence de la honte. De la conférence d'Évian de juillet 1938 ne subsistent que quelques rares minutes d'images d'actualité. Mais les discours officiels ont été intégralement conservés dans les archives des ministères des Affaires étrangères. Je vous adresse à tous mon salut, non seulement à mes collègues du comité intergouvernemental, mais à la presse. À l'heure où nous nous réunissons, des millions de gens sont de fait ou virtuellement sans pays. On ne peut attendre d'aucun pays à population dense qu'il accepte des personnes privées de leurs moyens de subsistance avant qu'elles soient... Il a été très fortement souligné que l'autorisation d'immigrer ne devait être accordée qu'aux étrangers qui ne sont pas considérés comme indésirables et qui sont supposés pouvoir venir. Selon la volonté des participants, la conférence s'organise en huis clos dans les salons de l'Hôtel Royal. En cette année 38, le sort des réfugiés juifs allemands et autrichiens ne doit en aucun cas perturber les tentatives diplomatiques pour éviter un nouveau conflit majeur. Fonctionnaires à la Société des Nations, juristes, diplomates, responsables de la sûreté, des douanes, de l'immigration, les représentants des 32 délégations présentes à Évian doivent affronter une situation humanitaire inédite. « 70 ans plus tard, ceux qui ont vécu à Berlin et à Vienne les mois qui entourent la conférence d'Évian témoignent de l'insoutenable réalité des demandeurs d'asile pris au piège du nazisme. Avant que le flot des réfugiés n'atteigne son paroxysme en 1938, l'Europe est depuis de nombreuses années traversée par des vagues de migrants. Poussés d'abord par la misère et le chômage, qui vont exploser avec la Grande Dépression de 1929, beaucoup choisissent d'émigrer vers des horizons plus hospitaliers. À cette émigration économique vient s'ajouter, dans les années 30, une nouvelle émigration politique, provoquée par la prolifération des dictatures. En Allemagne, la République de Weimar subit l'irrésistible ascension d'un chef de parti populiste, anti-bolchevique, xénophobe et antisémite. En 1933, Hitler accède au poste de chancelier. Ich übergebe dem Feuer die Schriften von Karl Marx, Heinrich Mann, Ernst Gläser. Ich übergebe dem Feuer die Schriften der Schule Sigmund Freud. Ich übergebe dem Feuer die Schriften des Erich Maria Remarque.
Sur les décombres de la démocratie, Hitler édifie une nouvelle Allemagne, totalitaire. Des pans entiers de la population en seront exclus. Menacés d'arrestation ou de mort, les plus exposés se réfugient à Zurich, Paris, Londres, Prague, New York. Cinq ans avant la conférence d'Évian, dans les pays démocratiques, des militants se mobilisent pour dénoncer la terreur nationale socialiste et les premières persécutions antisémites. L'idée d'une solidarité internationale avec les réfugiés se développe, mais les gouvernements restent sourds aux protestations de la rue. Au même moment, dans les rues de Berlin, la vie suit un cours apparemment normal. Je me souviens d'un jour, un jour ensoleillé, merveilleux. Mon père est allé s'asseoir sur un banc, commençait à lire. Et machinalement, il a regardé derrière lui, et sur le banc, il y avait marqué « Juden verboten », interdit aux Juifs. Alors, même là, il croyait, bon, bah, c'est des gosses malicieux qui ont fait ça, il n'y a pas fait tellement attention. Mais il est rentré très pâle et très secoué. Laure Schindler-Levin a 8 ans en 1935. Fille unique, elle vit à Berlin avec ses parents. Dans leur entourage, certains ont déjà quitté le pays. Sa mère envisage la possibilité du départ. C'est là la grande tragédie dans ma famille, c'est que mon père ne voulait pas partir. Il ne voulait pas. Il voulait garder Goethe et Schiller et Heine et Bach et Mozart et tout ce qui représentait l'Allemagne pour lui. Il voulait garder son pays. Dans le Berlin de 1935, la famille de Laure Levin subit l'application des lois raciales et administratives de Nuremberg, qui privent les Juifs de l'exercice de la fonction publique, leur interdisent l'ouverture de commerce et prohibent les mariages mixtes. Chaque citoyen juif est désormais enregistré auprès de l'administration comme simple ressortissant du Reich. Les Juifs allemands viennent de perdre leur nationalité. À la même époque, en Autriche, les milices du parti pro-nazi soumettent la population à une intense propagande anti-marxiste et antisémite. Elles prônent le rattachement de l'Autriche à l'Allemagne hitlérienne. La République autrichienne vacille dangereusement. Les tensions sociales et politiques s'aggravent. Les agressions contre les Juifs se multiplient. Ce dont je me souviens, c'est que je n'avais pas le droit, en tant qu'enfant, de m'éloigner trop de la maison. Je devais rester autant que possible près de notre maison, parce que ma mère ne voulait pas qu'on s'éloigne trop, parce qu'il y avait effectivement des parents considéraient que les enfants couraient effectivement des risques. Paul Schaffer a 12 ans en 1936. Avec sa sœur Erika et ses parents, il vit à Vienne dans une atmosphère de plus en plus étouffante. Je n'ai pas vu les gens partir, mais j'ai senti un climat. Les climats n'étaient pas sereins. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire, tout au moins dans notre environnement, dans notre entourage. Donc ce n'était pas un climat serein, mais on ne parlait pas d'émigrer ou d'immigrés. En fait, pour émigrer, il faut remplir l'une de deux conditions. Soit être très pauvre et n'a rien avoir à perdre, ou être très courageux. Alors quand on se trouve entre les deux situations, eh bien, on ne pense pas à émigrer.
C'était le cas pour mes parents, donc pas assez pauvre pour dire je ne perds rien, je pars, et pas assez courageux de partir avec une famille, une grand-mère, etc., donc vers l'inconnu. Donc c'était quand même difficilement envisageable. Il y avait des disputes à la maison et ça c'était très dur pour moi. Parce que c'est très dur pour un enfant d'entendre ses parents se disputer de cette façon. Et alors un jour, j'ai pris une petite valise et j'ai mis ma poupée préférée qui était, j'avais beaucoup de poupées, mais elle s'appelait Hertha. Et c'était une poupée en loques dont je me souviendrai jamais, je dormais avec elle. Et je suis allée chez eux, chez mes parents, où ils étaient en train de se disputer. J'ai dit, écoutez, ça suffit, arrêtez de vous disputer. Moi, je suis prête à partir, mes bagages sont faits. Voilà. Ils ne m'ont pas beaucoup écouté. À l'école, les choses se durcissent et un beau jour est venue l'instruction de la part des autorités que les enfants juifs n'avaient plus le droit d'aller dans les écoles aryennes. Expulsés des établissements publics, les enfants trouvent refuge dans des écoles juives, pour certaines fondées par des organisations sionistes. Ils y apprennent une autre histoire. Beaucoup découvrent alors l'existence du foyer national juif sur la terre de Palestine. Les enfants de 8-9 ans se sont jetés là-dessus. Et on en parlait dans la récréation, on voulait y aller évidemment tout de suite. Et je me souviens, on nous disait que c'était un pays où il y avait des gens qui travaillaient très très dur, où il y avait beaucoup d'agriculture, où il y avait beaucoup de champs. On cueillait les oranges, on dansait une danse étrange qui s'appelait la hora, et qu'un jour, tous les Juifs pourraient y aller et que personne, plus jamais, ne nous ferait de mal. Ça, c'est la conception de l'enfant que j'étais. Alors que quelques milliers d'hommes et de femmes tentent l'aventure vers la Palestine, la majorité considère cette destination comme inaccessible ou risquée. Ça ne me faisait pas rêver, car le chef de notre organisation sioniste est revenu de la Palestine, parce qu'il y a attrapé la malaria. Il est évident que ce qu'il pouvait nous raconter était à la fois avait l'apparence d'un héroïsme, mais teinté d'un grand danger, le danger physique. Il nous parlait des régions qu'il devait rendre habitables, qui étaient tout de même des marécages et très difficiles. Ensuite, l'attitude des Arabes vis-à-vis des premiers pionniers. Objectivement, en tant qu'enfant, je ne ressentais pas un attrait particulier à ce moment-là pour la Palestine. Malgré l'activité intense des organisations sionistes qui militent pour des départs en Palestine et celle des associations humanitaires qui tentent d'organiser la prise en charge des réfugiés hors du Reich, pour les familles Levin et Schaffer, comme pour la plupart des familles juives, l'heure du départ n'a pas encore sonné. Le 15 mars 1938, des millions d'Autrichiens intègrent l'Allemagne nazie. Les artères de Vienne sont envahies par des foules venues acclamer leur nouveau chef. Hitler vient de réaliser avec l'Anschluss son projet du Grand Reich. Les lois raciales et administratives de Nuremberg, qui excluent les Juifs de la société autrichienne, sont appliquées sur le champ. Désespérés, les Juifs les plus âgés et les plus vulnérables se suicident par centaines. Afin d'organiser le départ massif et forcé des Juifs, Hitler dépêche à Vienne
Reinhard Heydrich et Adolf Eichmann, futurs organisateurs de la solution finale. Pour les familles juives de Vienne, les persécutions sont immédiates. La Gestapo, nuit et jour, frappe aux portes. La première fois, lorsqu'ils sont présentés chez nous, les chemises brunes avec la jeunesse hitlérienne, mon père ayant montré à ce jeunes gens sa photo de militaire, puisque mon père a fait son service militaire et a fait la guerre des 14-18 dans l'armée autrichienne. Ils se sont mis à garde à bout et ils ont laissé partir ma mère, mais ils sont revenus en disant « Votre photo, on n'en a rien à faire. Bien, vous prenez votre seau et une brosse pour aller nettoyer les trottoirs et les poteaux télégraphiques et téléphoniques, etc., sur lesquels il y avait des affiches anti-nazis. » Et il faut dire que cette humiliation s'était faite au milieu de la populace qui riait de voir ces femmes juives réduites à ça. Alors, donc, il est évident que tout ceci développe une inquiétude, une anxiété considérable. Sans parler que mon père était resté sans travail, que l'argent en banque était bloqué, que donc les possibilités de survie devenaient de plus en plus difficiles. Ma mère a dit, tu ne peux pas rester ici, tu ne peux pas élever un enfant ici, on doit partir. Nos amis sont, il y a des tas d'amis qui sont partis, pourquoi pas nous? Et peut-être un jour on reviendra, mais pour l'instant il faut partir. Avec l'Anschluss, un cap dramatique est franchi. À Berlin et à Vienne, des dizaines de milliers de familles juives candidates à l'exil s'inscrivent dans les consulats des pays susceptibles de les accueillir. La plupart des demandes de visa sont refusées. Les demandeurs d'asile sont renvoyés à leur désespoir. Les signaux d'alarme affluent dans les capitales du monde libre et au siège de la Société des Nations. Lorsque l'Anschluss se produit, en mars 1938, qui amène dans les frontières du Grand Reich 200 000 juifs en plus, l'ASDN n'a pas les outils pour traiter le problème, n'a pas anticipé le problème, et en plus on a la conscience que c'est un problème maintenant qui dépasse le cadre dans lequel on l'avait pensé jusqu'à présent, que cela implique l'intervention des pays d'accueil, de tous les pays d'accueil possibles. Or tous les pays d'accueil possibles ne font pas partie de l'ASDN, donc si vous voulez, l'ASDN n'est pas le bon cadre pour vraiment traiter cette affaire au niveau mondial. La tragédie de l'Anschluss a provoqué de vives réactions en Amérique. Poussé par son opinion publique, interpellé par la presse, Franklin Roosevelt, le président des États-Unis, sait qu'il doit réagir. Son ministre des Affaires étrangères lui suggère l'organisation d'une conférence internationale pour les réfugiés. Le 23 mars 1938, les ambassades américaines reçoivent des instructions du département d'État. Londres, Paris, Stockholm, Buenos Aires, Oslo, Amsterdam, Bruxelles. Les diplomates sont priés de relayer l'invitation de Roosevelt. L'ambassadeur de France à Washington informe le Quai d'Orsay. Le gouvernement américain, se plaçant sur un terrain purement humanitaire, tient à marquer qu'il n'entend aucunement contrarier ni restreindre l'activité des organismes fondés par la SDN pour s'occuper des réfugiés, mais que la gravité de la situation lui paraît exiger une procédure spéciale d'urgence. Pour la communauté internationale, ce télégramme du 23 mars sonne comme une injonction, mais rien ne laisse supposer que l'invitation américaine rencontre un écho favorable. Pendant de longues semaines, les nations conviées négocient âprement leur participation. Au terme de conférences, les diplomates ont préféré celui de comité intergouvernemental et à celui de réfugiés juifs, émigrants involontaires. Enfin, les questions d'ordre politique ont été écartées
afin d'éviter toute ingérence dans les affaires intérieures de l'Allemagne. Genève, siège de la Société des Nations, a été sollicitée par les Américains pour accueillir cet événement international. Soucieuse de sa neutralité, la Suisse refuse. En France, Édouard Daladier, président du Conseil, consent à héberger la conférence à condition qu'elle se tienne à Évian, sur les bords du lac Léman, à proximité de la Société des Nations. À Berlin, la presse se réjouit de l'internationalisation de la question juive. Dans le journal Der Stürmer, l'idéologue du national-socialisme, Alfred Rosenberg, ironise. Les États qui se posent en protecteurs des Israélites ne seraient nullement disposés à en accueillir 8 millions. On va voir si les représentants des États réunis au bord du lac Léman seront à la hauteur de ce difficile problème. Après des semaines de conciliabules et d'imbroglio diplomatique, la conférence pour les réfugiés, une première dans l'histoire des relations internationales, peut enfin avoir lieu. Au matin du 6 juillet 1938, la ville d'Évian-les-Bains reçoit les délégués de 20 républiques d'Amérique latine, de 9 nations européennes et de 3 pays du Commonwealth. Il revient aux délégués français d'accueillir ces invités venus de tous les horizons. J'ai le privilège de recevoir sur la terre de France, terre d'asile et de libre discussion, le comité intergouvernemental pour les réfugiés qui a répondu à l'appel émouvant de M. La France reste ainsi fidèle à ses traditions les plus anciennes d'hospitalité universelle. Elle entend continuer dans la limite de ses moyens, bien qu'arrivée elle-même au point extrême de saturation. Les 3 grandes puissances occidentales sont à l'honneur. Le protocole prévoit que le délégué américain succède à la France. Nous devons être conscients que nous avons affaire à une forme de migration particulière, car obligatoire, et provoquée par les méthodes politiques de certains pays imposant à l'ensemble du monde des masses considérables. Des hommes et des femmes de toute race, de toute confession et de toutes conditions économiques sont en ce moment arrachés à leur foyer et renvoyés sans que l'on se soit inquiété de savoir où ils iront ou ce qu'il adviendra d'eux. Au nom du gouvernement de Sa Majesté, le délégué britannique prend la parole. L'Angleterre a toujours offert la plus large hospitalité aux réfugiés. Mais la Grande-Bretagne n'est pas une terre d'immigration. Elle est industrialisée au plus haut point et souffre du chômage. Cependant, le gouvernement anglais, en collaboration avec... À l'issue des discours d'ouverture, les spéculations vont bon train sur les motivations des 3 grands. La diplomatie occidentale de 1938, marquée par les angoisses de l'époque et les événements qui empirent, est portée par des hommes dont la marge de manœuvre est particulièrement étroite. Tous à Évian savent que la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis fixeront les règles du jeu. Paris a recommandé au sénateur Henri Béranger de veiller à ce qu'il n'y ait aucun dérapage politique. Lord Earl Winterton représente un empire britannique fragilisé, mais qui détient encore les clés de territoires immenses. Myron Taylor, proche du président Roosevelt, sait que le monde attend des États-Unis, première puissance mondiale, un geste fort. À la fin de cette première séance, un observateur de la Société des Nations, témoin privilégié de la conférence, note « La journée a été extrêmement terne. Les divers pays qui ont fait connaître aujourd'hui leur point de vue ont tous adopté une attitude sinon négative, du moins réservée. » Malgré quelques articles parus dans la presse américaine en ce 7 juillet 1938, deuxième jour de la conférence, les journalistes et les délégués sont surtout préoccupés par l'actualité de la guerre d'Espagne et les combats de plus en plus violents qui poussent de nouvelles cohortes de réfugiés vers la frontière franco-espagnole. La hantise des démocraties européennes est nourrie par la perspective de devoir accueillir une nouvelle immigration dont elles ne sauraient que faire.
Pays-Bas et la Belgique, pays limitrophes du Reich, accueillent depuis 1933, à l'instar de la France, les exilés allemands fuyant le régime nazi. Ces nations craignent, depuis l'Anschluss, de voir déferler sur leur territoire une nouvelle vague de réfugiés. Elles sont donc arrivées à Évian, fortes d'un message à faire passer. C'est un problème qui s'impose depuis plusieurs années. Mon pays a largement accordé l'hospitalité à ces réfugiés. Lorsque l'afflux continuait, il a dû toutefois de plus en plus se rendre compte qu'il était impossible d'en absorber un aussi grand nombre et qu'une collaboration internationale s'imposait pour favoriser l'émigration des réfugiés vers les pays où ils pourraient trouver une demeure stable. Notre gouvernement refuse pour le moment l'immigration des réfugiés. Exception faite pour certains cas particuliers. Aussitôt après la prise de position du chef de la délégation hollandaise, le délégué belge renchérit. La politique de certains États s'avère de plus en plus rigoureuse et impitoyable et menace les pays démocratiques d'afflux considérables de nouvelles catégories de réfugiés. En présence du nombre élevé de réfugiés déjà établis sur son territoire, la Belgique, à son vif regret, se voit toutefois dans l'impérieuse nécessité de reconsidérer le problème des réfugiés avant de prendre de nouveaux engagements internationaux. Les crispations qui se font entendre dans les discours des délégués des pays limitrophes s'étendent aux pays scandinaves. Norvège, Suède, Danemark, tous font part de leurs fortes réserves. Les regrets européens s'égrènent au fil des discours de ces premières journées. À l'image du gouvernement français et de ses décrets-lois drastiques sur l'immigration, tous les pays renforcent le contrôle de leurs frontières. La Suisse exprime à son tour ses réticences par l'intermédiaire de son chef de la police. Après l'Anschluss, 3 à 4 000 réfugiés d'Autriche sont entrés en Suisse entre le 12 mars et le 1er avril. Tous les autres pays voisins de l'ancienne Autriche ont fermé leurs frontières. Et c'est ainsi que la Suisse s'est vue dans l'obligation de réintroduire le visa sur le passeport autrichien pour avoir un contrôle de l'immigration. Traditionnellement pays de refuge ou de transit pour les antifascistes européens, la Suisse, malgré sa neutralité, craint désormais son puissant voisin allemand. Elle verrouille depuis plusieurs mois l'entrée sur son territoire. Outre la réintroduction du visa obligatoire, elle demandera, quelques mois plus tard à ses consulats, d'appliquer un J rouge, indélébile, sur les passeports des Juifs autrichiens. En ce mois de juillet 1938, dans les frontières du Reich, la recherche et l'obtention d'un visa deviennent une question de survie. Les choses allaient de pire en pire. La peur régnait de plus en plus. Et j'étais déjà un peu plus âgée. Je comprenais d'où venait cette peur. Et je comprenais que les gens se méfiaient les uns des autres. C'est à ce moment-là que ma mère s'est lancée dans une course effrénée dans tous ces consulats. Les consulats les plus extravagants, ça n'avait aucune importance, ou l'Uruguay, le Paraguay, n'importe quel pays. Seulement, chaque fois, on leur disait non, il manquait tel et tel papier, il manquait ça, il ne pouvait pas avoir un visa de transit, il ne pouvait pas y avoir ça, il ne pouvait pas y avoir ça. Et il n'y avait pas moyen de partir. Effectivement, dès lors, on essayait normalement de partir, d'obtenir des visas pour nous rendre dans tel ou tel pays limitrophe, et à défaut d'un pays proche, donc on essayait de voir des pays lointains, et on se heurtait d'une façon permanente au refus, soit on exigeait des sommes considérables, des professions exceptionnelles. Bref, nous commençons à nous intéresser à une immigration illégale. Les passages clandestins se multiplient aux frontières de l'Europe. À Bruxelles, Paris, Amsterdam, les associations d'aide aux réfugiés allemands et autrichiens tentent, vaille que vaille, de faire face à cette nouvelle situation. Sie haben doch kein Visum.
Ja, ich bin ohne Visum gekommen, weil ich musste Wien innerhalb 48 Stunden verlassen und in dieser Zeit hätte ich mir das Visum nicht mehr beschaffen können. Also musste ich über Vorarlberg, durch Wald und Berge mit meiner Frau flüchten. À Évian, 40 associations humanitaires n'ont pas attendu d'être invitées pour venir exposer aux diplomates l'urgence qu'elles vivent au quotidien. Je voudrais dire aux associations de réfugiés qui sont venues si librement, car elles n'ont pas été convoquées, qu'elles soient les bienvenues parmi nous. J'ajoute que si elles n'ont pas été convoquées, c'est que nous ne sommes pas un parlement, nous ne sommes pas un forum, nous sommes simplement un office. Les associations affluent à Évian. Les 4 options qui ressortent de leurs auditions ou de leurs rapports, c'est la solution de la Palestine. Deuxième option, ah non, c'est une très mauvaise solution à la Palestine. Il faut qu'à tout prix, on ne sait pas trop pourquoi, les États d'accueil assimilent les réfugiés qui se trouvent chez eux en préconisant des solutions d'insertion professionnelle, de réorientation professionnelle, de dispersion sur le territoire pour pas qu'il y ait fasse masse, etc. Et puis alors il y a 2 solutions minoritaires. Eh bien il faut trouver dans le monde un endroit vide où on mettrait les Juifs, sous une forme, on ne sait pas trop. Et puis, alors il y a une autre solution qui est préconisée, mais qui est presque passéiste, c'est de trouver le moyen de garantir les droits des minorités aux minorités existantes. Voilà les 4 options, avec évidemment des organisations qui sont plus ou moins puissantes. Ce sont les 2 premières solutions qui ont le plus de voix, si vous voulez. Mais on est devant une cacophonie de ces associations qui arrivent en masse, mais pour parler de façon tout à fait dissemblable des solutions qu'elles préconisent. Malgré leur nombre, les représentants des associations sont relégués dans un sous-comité technique créé en toute hâte. Ils sont tenus à l'écart des salons de la conférence. Les interventions se succèdent et les Européens persistent dans leur intransigeance. L'hypothèse d'une solution outre-Atlantique cristallise l'intérêt de tous, diplomates et organisations humanitaires. Première puissance mondiale et pays initiateur de la conférence, les États-Unis sont rappelés à leurs responsabilités. À quoi les Amériques et l'Australie ont-elles dû leur épanouissement des 3 derniers siècles? Sinon à l'afflux sans cesse renouvelé des migrants, de réfugiés, de proscrits européens qui apportèrent au Nouveau Monde les ferments précieux de l'Ancien. Apostrophé par le délégué français, Myron Taylor oppose une réponse dénuée de toute ambiguïté. Il sait que son pays a peu à offrir à Évian. Aussi réaffirme-t-il que cette conférence doit poursuivre un objectif et un seul: la création d'un comité permanent pour les réfugiés qui pourrait négocier avec les autorités allemandes l'organisation de l'immigration hors du Reich. Cette proposition laisse bon nombre de délégations perplexes. En ce 11 juillet 1938, les déclarations des représentants latino-américains sont attendues par les États-Unis et l'ensemble des délégués avec beaucoup d'impatience. L'Argentine est avant tout un pays agricole, offrant de grandes possibilités. Son slogan a toujours été « Gouverner, c'est peupler ». Les agriculteurs expérimentés trouveront naturellement de larges facilités. En revanche, ceux qui, à leur arrivée sur notre territoire, ont l'intention de rester liés aux conditions spéciales de leur pays d'origine, feraient bien de s'abstenir de venir en Argentine. Le représentant chilien, à son tour, est appelé à s'exprimer. La dernière crise, dont les conséquences ne sont pas entièrement effacées, a dicté au gouvernement une politique de grande prudence en la matière. Nous demeurons ouverts aux apports humains de l'étranger, mais toujours dans la mesure où cela ne risquerait pas de compromettre la situation à laquelle ont droit nos travailleurs nationaux. Au fil des jours, le repli nationaliste de ces pays d'Amérique latine devient manifeste. Le commerce fructueux qu'ils ont engagé avec l'Allemagne nazie et la peur des représailles financières
ne sont sans doute pas totalement étrangers à cette position. Les pays d'Amérique latine vont faire chorus pendant la conférence pour dire « Nous, on a été des pays d'émigration, on a été très contents, ça s'est très bien passé, mais maintenant, nous subissons la crise de plein fouet. Nous avons le souci aussi de former des vraies nations et de ne pas accueillir des immigrants qui ne correspondent pas au fond de la population. » avec une dimension en Amérique latine catholique aussi, l'antisémitisme n'y est pas absent, d'autant plus que c'était une direction assez favorisée par l'immigration juive dès le XIXe siècle. Et les pays du Commonwealth vont se calquer un petit peu dessus avec une accentuation, j'allais dire, de l'expression raciale chez certains d'entre eux, et notamment chez le représentant australien qui explique clairement qu'ils n'ont pas envie d'introduire un problème racial chez eux. Dans les circonstances actuelles, l'Australie ne saurait accorder des privilèges injustifiés à une catégorie de sujets non britanniques, sans injustice pour les autres. Vous comprendrez aussi que, n'ayant aucun réel problème racial en Australie, nous ne sommes pas désireux d'en importer en encourageant une large immigration étrangère. L'envoyé canadien, M. Hume Wrong, abandonnant toute retenue diplomatique, déclarera aux journalistes « Notre pays n'est pas assez grand pour accueillir tous les Juifs d'Europe. » À la question « Combien de réfugiés le Canada pourrait-il accueillir ?» il répondra « Un seul serait déjà trop. » La conférence d'Évian dérape. Les réflexes identitaires, nationalistes, se font entendre haut et fort. Les États-Unis n'ont pas la capacité d'influer sur ces positions de fermeture et de repli, car la générosité affichée de la délégation américaine est en contradiction avec la réalité de leur politique d'immigration. L'administration Roosevelt a gelé pour une durée indéterminée les quotas des migrants fixés en 1924. Myron Taylor a fait savoir que le quota pour les réfugiés allemands inclut désormais les ressortissants autrichiens victimes de l'Anschluss. À Évian, prenant acte de l'annonce américaine du gel de ces quotas, la majorité des pays optent pour le statu quo. La conférence semble s'être engagée dans une impasse. Je souhaite que notre conférence soit comme un lac tranquille et cristallin dont les eaux salutaires à la fois rassasient les altérés et fertilisent les terres qui le bordent. La proposition du délégué de Saint-Domingue, frère du dictateur Trujillo, d'accueillir 10 000 réfugiés autrichiens et allemands contre une importante contribution financière étonne les diplomates, mais dans l'atmosphère d'apathie générale, elle redonne un semblant d'espoir aux associations. Le président de la République dominicaine estime qu'une immigration européenne constituerait un contrepoids à une population locale qu'il juge trop noire. Aucune suite ne sera donnée à ce plan d'envergure car le récent massacre de 20 000 Haïtiens, travailleurs clandestins par l'armée, a coupé court à toute négociation. À l'approche du dénouement de la conférence, certains manifestent leur découragement, d'autres leur lucidité. Un État peut-il, sans ébranler les bases de toute civilisation, retirer arbitrairement la nationalité à toute une classe de ses citoyens, qui deviennent ainsi des apatrides qu'aucun pays n'est obligé de recevoir sur son territoire? Un État peut-il, en agissant de cette façon, déverser sur les autres États les citoyens dont il veut se débarrasser? Tant que la question principale ne sera pas résolue, nous n'aurons fait qu'un travail éphémère. Des applaudissements saluent la déclaration du délégué colombien. Pourtant, cette dénonciation de la politique allemande est vécue par la majorité comme un non-respect des règles du jeu. Dans les jours à venir, il se pourrait que nombre de questions refoulées soient de nouveau posées. Le représentant du Royaume de Suède entend à son tour élargir le débat. Il ne faut pas s'occuper beaucoup de la question des réfugiés provenant d'Allemagne ou d'Autriche.
pour se trouver en présence d'un autre problème d'une portée plus vaste encore, celui de l'immigration européenne juive dans son ensemble. Selon l'avis de mon gouvernement, il aurait été heureux toutefois que l'on ait pu s'en occuper. Le délégué suédois se fait l'écho d'une situation que personne ne veut aborder à Évian. Depuis plusieurs mois, au siège de la Société des Nations, les représentants roumains, polonais et hongrois font pression pour que leur situation nationale soit prise en compte. L'observateur de la SDN témoigne. On ne comprend pas à Bucarest pourquoi les puissances se préoccupent uniquement du problème de l'immigration juive hors d'Allemagne, alors qu'ils se posent dans les mêmes conditions en Roumanie ou même en Pologne. Serait-ce parce que le gouvernement roumain n'a pas infligé les mêmes mauvais traitements ni pris les mêmes mesures discriminatoires à l'endroit des Juifs que le gouvernement du Reich? On ne concevrait pas que les puissances accordent pareille prime à l'injustice et à la brutalité. En Pologne, on a à peu près 3 500 000 juifs à l'époque, et en Roumanie, 750 000 à peu près. Et ces gouvernements manifestent depuis des années, mais en particulier depuis le début 1938, un antisémitisme fort qui les amène à pratiquer un antisémitisme d'État vraiment très puissant, avec des séries de mesures extrêmement pernicieuses pour les juifs des pays qui visent à chercher à les faire partir, des mesures de dénationalisation, des mesures de numerus clausus dans les universités, etc. Et effectivement, elles ont été, la Roumanie et la Pologne, fort marient de ne pas être invitées à Évian. Elles ont envoyé des observateurs, lesquels font savoir qu'effectivement, elles aimeraient bien être dans le coup et qu'on s'occupe de leurs juifs aussi. Et donc le souci des représentants, c'est de ne pas leur donner l'occasion d'engouffrer leurs juifs, si j'ose dire, à la suite des réfugiés juifs allemands et autrichiens dont on s'occupe à Évian. Par voie de presse, le gouvernement polonais fait clairement entendre sa position. La conférence d'Évian rendrait un grand service au monde juif et non juif si elle se chargeait d'élaborer et de faire exécuter un plan précis d'immigration de la population juive. Nul doute que le gouvernement polonais souhaite voir ressurgir à Évian le projet Madagascar, appuyé depuis longtemps par le gouvernement allemand. Lorsque le Sturmer, il y a quelques années, a dit qu'emporter les Juifs vers l'île française coloniale de Madagascar constituerait une possibilité pour résoudre le problème juif, nous avons été raillés et traités d'inhumains. Aujourd'hui, cette idée continue de faire son chemin. Dans des déclarations plus ou moins officielles, quelques délégués ont mentionné l'idée d'une installation juive dans des territoires d'outre-mer. En 1936, l'option Madagascar a été conjointement étudiée par les gouvernements polonais et français avec le soutien de certaines associations juives. À la veille du sommet d'Évian, Georges Mandel, ministre des colonies, avait refusé l'idée même d'un plan d'établissement sur la Grande Île. Une immigration importante à Madagascar ou en tout autre point de l'Empire, écrit-il, reviendrait à reconnaître par là même l'existence d'une question juive. De façon générale, la perspective d'une immigration juive dans les territoires de l'Empire français paraît fortement compromise. Sollicité par le gouvernement d'Aladier, quelques semaines avant la conférence, Georges Lebeau, le gouverneur de l'Algérie, a fermement réagi. Étant donné l'acuité du problème anti-juif en Algérie, l'arrivée de nouveaux éléments israélites ne manquerait de faire rebondir dangereusement les campagnes poursuivies à l'heure actuelle. D'autre part, il est vraisemblable que les immigrants ex-autrichiens seront originaires de la ville même de Vienne, centre du mouvement socialiste et communiste. Ce sont des citadins. Les hauts fonctionnaires coloniaux en Afrique du Nord sont très préoccupés à l'idée de l'arrivée éventuelle de Juifs, parce qu'ils les voient comme des Allemands ou des Autrichiens, c'est-à-dire des ennemis potentiels, et le risque donc d'une 5e colonne introduite de cette façon-là dans des régions qui sont convoitées par d'autres puissances rivales en Méditerranée.
Ça, c'est un premier point. Ensuite, ils ont le sentiment, d'abord, qu'il y a un antagonisme foncier, atavique, en quelque sorte, entre islam et judaïsme, et ils voient, en quelque sorte, les troubles qui se produisent en Palestine à la même époque comme une sorte de menace qui pourrait s'abattre sur l'Afrique du Nord et qui pourrait prendre le même chemin. British police search for arms in a country where in just over a month nearly 40 people have been killed in the disturbances. At the Wailing Wall, refugees under British protection leave their quarters where terrorists have instituted the rule of force. Confrontée aux troubles qui s'aggravent, la Grande-Bretagne, mandataire de la Palestine, ne veut pas mettre en péril sa suprématie au Moyen-Orient. Elle exerce un contrôle de plus en plus strict sur l'immigration juive. À Évian, les associations d'aide aux réfugiés se demandent si la montagne ne va pas accoucher d'une souris. Il reste peu de temps. Golda Meyerson, futur Premier ministre de l'État d'Israël, représentante en 1938 de l'Agence juive pour la Palestine, alerte les derniers journalistes encore présents. Nous voulons que les portes de la Palestine s'ouvrent à tous les immigrants juifs. Il en est fini de l'immigration sélective. Nous ne devons plus, comme le font aujourd'hui les grandes puissances présentes à Évian, être sélectifs dans l'accueil de ces hommes, de ces femmes et de ces enfants, quitte, et je vous le dis, à soutenir une immigration illégale et massive. On a fait valoir dans certains milieux que l'ensemble du problème, tout au moins en ce qui concerne les réfugiés juifs, pourrait être résolu si seulement on ouvrait toutes grandes les portes de la Palestine aux immigrants juifs, sans restriction d'aucune sorte. Je tiens à déclarer, avec toute la netteté possible, que je considère toute proposition de ce genre comme entièrement insoutenable. Les derniers espoirs des associations viennent s'échouer sur la déclaration sans appel du délégué britannique. Alors que les délégués s'accordent sur la teneur des dernières déclarations, les associations d'aide aux réfugiés quittent Évian avec le sentiment d'avoir été abandonnés, humiliés. Dans une note du 15 juillet, l'observateur de la SDN rapporte « Au cours d'une réunion privée, les délégués américains, britanniques et français se sont mis d'accord sur le texte de la résolution finale. Le passage d'une portée morale et blâmant les persécutions allemandes a été rayé. Être assise là, dans cet endroit magnifique, à écouter les représentants de 32 nations expliquer chacun leur tour à quel point ils aimeraient pouvoir accueillir de nombreux réfugiés et combien ils sont malheureux de ne pas pouvoir le faire, est une expérience effroyable. Ceux qui n'auront pas vécu ça auront du mal à comprendre ce que je ressens ici, à Évian. Un mélange de douleur, de rage, de frustration et d'horreur. Mais le gouvernement haïtien, très absorbé... Le gouvernement néo-zélandais a déjà accueilli un certain nombre de réfugiés. N'a pas eu le temps... Dans l'après-midi du 15 juillet, le texte définitif est adopté à l'unanimité. La résolution 8F entérine la création d'un comité permanent pour les réfugiés, dont la première session se tiendra à Londres dans le courant du mois d'août. Il revient aux délégués français de prononcer le discours de clôture. La France, messieurs, est heureuse d'avoir pu montrer dans le beau cadre harmonieux de la montagne et du lac qu'elle était en mesure, par la fidélité de ses institutions républicaines et l'ordre public de sa démocratie, de recevoir toutes les nations du monde et de leur assurer, dans la plus parfaite tranquillité matérielle et morale, un asile pour les délibérations intergouvernementales en vue de la paix de tous les peuples, de l'indépendance de toutes les patries, de la liberté de tous les citoyens du monde. En cet été 38, le lâche soulagement des délégués des 32 nations présentes à Évian préfigure celui de Munich 2 mois et demi plus tard. Le 29 septembre, dans la capitale de la Bavière, la France et la Grande-Bretagne abandonnent leur allié tchécoslovaque.
Il croit ainsi éloigner le spectre de la guerre en cédant au Troisième Reich le territoire germanophone des Sudètes. Cette annexion supplémentaire provoque de nouvelles victimes et de nouveaux réfugiés. Après Munich, avec la série des expulsions brutales, il est évident que pour les Juifs de cette époque, c'est la période terrible qui commence véritablement et que la conclusion de cet accord de Munich ait donné effectivement des ailes à Hitler et fait franchir un seuil supplémentaire de brutalité antisémite en Europe est quelque chose qui ne passe pas tout à fait inaperçu, mais encore une fois, ça ne pèse que d'un poids très relatif par rapport à l'espoir d'échapper à la guerre. C'était tout de même déjà une sorte de blanc-seing, si je peux dire, que Hitler pouvait faire avec les Juifs ce qu'il voulait. Donc nous savons quand même, nous sentons d'une façon évidente que les taux se resserrent. Parmi les mouvements d'expulsion, il y a eu l'expulsion des Juifs de nationalité polonaise que les Allemands ont poussés à l'intérieur de l'État polonais, mais quelques milliers sont restés coincés dans un no man's land en menant une vie que vous imaginez absolument affreuse pendant des mois en réalité. Parmi ces gens-là se trouvent les parents d'un jeune homme qui habite Paris, Herschel Grinspan, qui, averti du sort de ses parents, commet un acte terroriste en quelque sorte, se présente à la légation d'Allemagne et abat le conseiller vom Rath. C'est le prétexte d'un pogrom de grande amplitude sur l'ensemble de l'Allemagne qui est planifié par Goebbels, par la police politique et qui se déclenche dans la nuit du 9 au 10 novembre 1938. Des arrestations ont eu lieu et mon père se trouvait parmi les nombreux juifs arrêtés à travers le Reich. Ils étaient très polis. Ils ont demandé Dr Schindler et ils ont demandé à ma mère de préparer certaines choses qu'il pouvait amener. Il avait une demi-heure et qu'il devait devoir les suivre. Dans les jours qui suivent le pogrom de la nuit de cristal, la logique des persécutions atteint un niveau sans précédent. Arrestations massives, exécutions sommaires, internement dans les camps de concentration, départs forcés. La machine allemande fait la preuve que la question juive est au centre de ses priorités. Avec la mise en scène des funérailles nationales du conseiller d'ambassade vom Rath, la propagande nazie soude la communauté aryenne autour de son chef et contre les Juifs. Le temps d'un Reich judenfrei, libre de Juifs, est arrivé. Ma mère a signé un papier que si on s'engage à quitter l'Allemagne par telle et telle date, je crois que c'était fin janvier 1939, et ne plus jamais revenir, on relâcherait mon père. Les Juifs pouvaient, à cette époque, être autorisés à quitter Dachau à la condition qu'ils pouvaient prouver qu'ils quittaient immédiatement le lendemain le Reich, tout en laissant tous leurs biens et de signer un papier comme quoi ils n'ont aucune plainte à formuler à l'égard des autorités.
ça sonnait et c'était mon père, sauf que ce n'était plus mon père. Il est allé dans sa bibliothèque. Il a commencé à détruire et à déchirer tous ses livres. Puis il s'est assis dans un fauteuil qui était dans la chambre encore, dans la pièce. Il a commencé à sangloter. Surmontant la fatalité qui s'abat sur eux et passant outre les interdits administratifs, quelques milliers de Juifs allemands et autrichiens embarquent pour des destinations improbables. Ces pays submergés font appel au comité intergouvernemental pour les réfugiés, le CIR, pour régler la situation. Le gouvernement paraguayen, se référant au débat de la conférence d'Évian, rappelle qu'il est lié par un décret du 29 mars 1937 interdisant l'immigration juive. 23 janvier 1939, île de la Trinité. 2000 Juifs ont sollicité des consulats britanniques des visas pour la Trinité. Le gouverneur n'a d'autre ressource que de prohiber jusqu'à nouvel ordre l'immigration des réfugiés. Shanghai, janvier 1939. Le nombre de réfugiés dépasse 2000. La plupart sont dénués de toute ressource. Crainte de mouvements antisémites. Gouvernement britannique invite ses représentants à Londres et à Berlin de dissuader ces réfugiés de partir là-bas. La fermeture de Shanghai et des autres pays d'accueil enterre le dernier espoir des demandeurs d'asile. C'est le résultat des premières sessions du CIR qui se réunit depuis le mois d'août 1938. Le comité intergouvernemental pour les réfugiés, émanation directe d'Évian, voit les Américains imposer leur volonté de négocier avec le Reich. George Robley, ami de Roosevelt, est nommé directeur du CIR. Il entame immédiatement des pourparlers avec Berlin. Les négociations préconisent la création d'un fonds de garantie alimenté par les biens des Juifs pour financer leur départ. Cet apport financier intéresse l'administration nazie, qui manque cruellement de devises pour son effort de réarmement. Priorité absolue réaffirmée par l'état-major. À l'exception des États-Unis, les membres du comité redoutent que les nazis ne fassent main basse sur ce fonds de garantie dont ils exigent le contrôle absolu. Rien ne peut donner corps finalement à cet accord. Les puissances ne veulent pas vraiment entrer dans des considérations sur le nombre de réfugiés qu'ils veulent accueillir. Et peut-être plus surprenant, les organisations juives ne se montrent extrêmement réticentes, extrêmement réservées à l'égard de ce fonds qu'ils étaient chargés de former pour l'installation des Juifs, en arguant en particulier d'un problème. Comment admettre de faire le jeu du diable en offrant des facilités économiques à Hitler qui persécute les Juifs? C'est même une prime peut-être à des persécutions supplémentaires qu'on pourrait suggérer à d'autres États. Le comité intergouvernemental pour les réfugiés n'est plus qu'une coquille vide, incapable de venir en aide à ceux dont il a la charge. Abandonnés, désespérés, des familles se séparent douloureusement de leurs enfants, qu'elles confient à des organisations humanitaires qui ont pu arracher à l'Angleterre et aux Pays-Bas des sauf-conduits pour sauver les plus jeunes. Mon père, quand il allait mieux, il a accompagné ma mère aussi dans ses consulats. Et on savait à ce moment-là que si on ne respectait pas la date qu'elle avait donnée, on le reprendrait au camp de Sachsenhausen ou un autre. Je ne sais pas comment, elle s'est procuré un visa pour 1 mois pour la Belgique. À l'intérieur du Reich, l'impérieuse nécessité de partir se heurte à une muraille infranchissable. La famille Schaffer reçoit une lettre providentielle. Des amis, exilés en Belgique, leur indiquent comment passer clandestinement la frontière. À Aix-la-Chapelle, fort du dessin que des amis de mes parents nous avaient envoyé, nous traversons la frontière
germano-belge. Et la peur nouait notre estomac. On avait quand même l'inquiétude d'être pris par des douaniers belges et d'être refoulés. C'était tout de même la grande peur, la grande inquiétude. Mais une fois arrivés dans la première ville, je crois que c'était Mons, eh bien, nous avons pu prendre le train, on était en quelque sorte libérés. Le train a commencé à marcher. Ma mère, que je n'avais jamais vue pleurer de toute ma vie, elle n'a pas pleuré quand on a amené son mari dans les camps de concentration. Elle n'a pas pleuré durant la nuit de cristal. Elle n'a pas pleuré quand lui a enlevé toute dignité. Et tout d'un coup, elle a sangloté, sangloté, on ne pouvait plus l'arrêter. Son pays venait de mourir pour elle. Comme la famille Lévin, quelques-uns parviennent à fuir. Mais pour ceux qui restent, victimes et otages du Reich, le cauchemar est sans fin. La menace que fait peser sur les Juifs la politique d'Adolf Hitler prend des accents définitifs. Ich will heute wieder ein Prophet sein. Wenn es dem internationalen Finanzjudentum in und außerhalb Europas gelingen sollte, die Völker noch einmal in einen Weltkrieg zu stürzen, dann wird das Ergebnis nicht die Bolschewisierung der Erde und damit der Sieg des Judentums sein, sondern die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa. L'Allemagne nazie entraîne les peuples dans une logique de guerre totale que nulle nation ne réussira à empêcher. Avec la conférence de Munich, les démocraties ont démontré leur impuissance. Avec la conférence d'Évian, elles se sont révélées incapables de relever un défi majeur. Agir dans l'intérêt général, dépasser les égoïsmes nationaux, susciter une solidarité internationale. Les survivants du nazisme porteront à jamais les traces de cette défaillance. Évian est à l'évidence un échec qui a été très durement ressenti par les intéressés de l'époque, c'est-à-dire les réfugiés, auxquels cette conférence n'a apporté aucun soulagement. Au contraire, peut-être même la mise en exergue que le monde entier ne veut plus d'eux, alors que c'était peut-être moins évident avant la conférence et la réunion de tous ces représentants et de leurs discours. Il y a quand même eu l'élaboration d'un droit des réfugiés, de la notion de droit d'asile, qui est un héritage, malgré tout, et qui s'est concrétisé après la guerre, autour de 1947-1951 notamment. Maintenant, évidemment, pour être reconnu réfugié, c'est là où se situe le problème. Il se trouve que le statut de réfugié, maintenant, est bien installé. Simplement, il faut l'acquérir, n'est-ce pas? Et donc, vous voyez, le problème se déplace un petit peu à chaque fois. Mais je crois que la conférence d'Évian mérite vraiment d'être réinsérée dans cet effort, dans ce qui est au fond un vaste domaine qui mériterait encore plus d'investigation, qui est la diplomatie humanitaire d'une façon générale. La solution idéale n'est toujours pas trouvée. Voilà. Alors que la guerre éclate, le père de Laure est arrêté à Bruxelles par la police belge comme ressortissant allemand, puis transféré en France. S'engageant sur les routes de l'Exode, Laure et sa mère parviennent à le retrouver au camp d'internement de Gurs, dans les Pyrénées-Atlantiques. Tout était prêt, les baraques étaient prêtes, les poux étaient prêts, les gendarmes et les horreurs étaient prêts. Tout ce qu'il fallait, c'était changer les prisonniers. Il n'y avait plus les Espagnols, maintenant il y avait les Juifs, allemands. Et bon, ce qui est arrivé à ma mère et moi, ça c'est encore une autre histoire. Après avoir quitté Bruxelles, les membres de la famille Schaffer ont trouvé refuge dans le sud-ouest de la France. Arrêtés par la police de Vichy, ils sont internés dans un camp de Haute-Garonne. Paul, sa sœur Erika et leur mère sont sur le point d'être dirigés sur Drancy. Le père, malade, intransportable, reste au camp. En m'embrassant, il met dans son manteau, alors que moi j'avais quitté la maison évidemment habillé en pyjama avec juste une veste au-dessus, mais dans un manteau, il me dit là où tu auras certainement plus besoin que moi.